Galerie Le Basquiat, Abidjan, Rivera 2. Ce lieu est devenu depuis quelques années le nouveau sanctuaire de la culture ivoirienne et africaine. Et dans la plupart des sanctuaires, l'on rencontre des moines ou prêtres. Et le prélat ici, pour ne pas dire l'artiste peintre, c'est lui, Jacob Bleu. Bon, voilà, quand même quelqu'un qui a été major de sa promotion, qui décide d'aller embrasser la carrière artistique, ça faisait bizarre. Mais bon, comme c'était une passion, c'était quelque chose qui était en moi et que j'avais ce don-là, je ne voulais pas me laisser influencer et je me suis entêté. Je me suis engagé pleinement dans les arts. Et est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre décemment de cet art? Vivre décemment, c'est trop dit, mais au moins je ne mendie pas mon pain. J'arrive à manger, j'arrive à m'habiller, j'arrive à faire mes voyages et à vivre décemment, comme il se doit, voilà. Donc c'est déjà important. Et ce qui est aussi bien à noter, c'est que au niveau des arts, on a quand même cette facilité-là, une fois que la reconnaissance est établie, d'avoir des relations assez facilement, de pouvoir voyager assez facilement. Ces multiples expositions internationales à partir de 2000 en Italie, au Canada, en Allemagne, en France, au Sénégal, lui confèrent une véritable notoriété. Mais c'est dans les années 90 que tout commence après des études à l'école des Beaux-Arts d'Abidjan. Connu dans la capitale économique ivoirienne comme l'un des meilleurs de sa génération. Il est l'auteur d'un recueil de poèmes qu'il publie en 2006 au nom de ma patrie. À travers l'art, Jacob Bleu s'est engagé dans l'humanitaire en partageant sa passion aux enfants défavorisés à Abidjan. Aujourd'hui, il dirige cette galerie d'art qui a ouvert ses portes en mai 2014. Plusieurs expositions à Abidjan y ont vu le jour et l'artiste espère donner à l'art de retrouver ici toute sa dimension et aux visiteurs le plaisir de tomber en admiration devant ses portraits. Institut français d'Abidjan, ambiance chaleureuse dans un décor feutré. Nous sommes à un soir d'exposition avec Annick Sémian, artiste peintre, céramiste, éditrice et galériste. Cette africaine à la peau blanche a marqué ses empreintes dans le monde de l'art plastique, de l'édition et des galeries en Côte d'Ivoire. Elle totalise plus de 40 ans de vie et de passion pour l'art. Ce soir, je présente toutes ces années. Je traite des sujets autour de la femme, de l'homme, du couple et de l'enfant. Originaire du centre de la France, Annick Sémian est diplômée de l'école d'art des Gobelins à Paris. Elle a travaillé pendant 10 ans à la télévision française dans la création de personnages animés. En 1985, attirée par le beau paysage abidjanais, elle décide de poser ses valises au bord de la lagune ébriée. À Abidjan, pendant 20 ans, elle va participer en tant qu'enseignant à l'éclosion de beaucoup d'artistes peintres ivoiriens. Elle est l'une des pionnières de la littérature enfantine en Côte d'Ivoire avec des œuvres comme L'aventure de Madame Mang, édité en 1989, couronné prix UNICEF à Dakar une année plus tard. Annick Sémian est chevalier de l'ordre du mérite culturel en Côte d'Ivoire. C'est rare qu'en fait les Africains ne sont pas trop passionnés. La peinture, la sculpture. Justement, bon, c'est une erreur parce que justement, il y a beaucoup de possibilités dans ce domaine. C'est les enfants à la base qui sont à conscientiser. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de leur donner ce genre de produits, de les encourager à lire et surtout aussi à dessiner parce que à travers les dessins, c'est leur personnalité qui s'affirme et on a besoin de ça. Et progressivement, les parents peuvent s'intéresser aussi aux ouvrages et puis les aider si vraiment ils s'aperçoivent que ces enfants-là ont des possibilités et des attirances vers le dessin, la peinture, la sculpture, je ne sais pas. Vous voyez, moi j'ai des petites filles, elles s'intéressent à la sculpture, je les encourage. La peinture, tout ça. C'est pas tabou. L'écriture, c'est extraordinaire. Et de voir un enfant qui invente ses histoires, qui les met sur papier, c'est beau. C'est beau. À Abidjan, Annick Monique Laurence, épouse Sémian, a fondé une galerie maison d'édition dénommée Anis Productions. Elle se consacre toujours à sa passion, mais garde toujours ses meilleures productions pour l'éveil culturel des enfants de la Côte d'Ivoire et du continent.
C'est dans un grand hôtel d'Abidjan que nous retrouvons un après-midi à la faveur d'un événement littéraire Josette Declercq à Bontio, toujours accompagnée de Fleur Azoumé avec qui elle partage une grande passion pour la littérature. Cette passion qu'elle a reçue en héritage de son enfance passée dans une plantation. Disons qu'à cette époque, le livre était son seul compagnon de jeu. Professeur de lettres, Josette est formatrice en technique d'expression. C'est en 1990 qu'elle se lance dans l'écriture et sort son premier roman sous le titre Kwasi Koko, Ma mère, publié aux éditions Edilis à Abidjan. Le dernier en date, La légende de loup, aborde le thème de la guerre sans toutefois verser dans la critique. La femme, un autre thème majeur développé dans l'œuvre. La femme est ce challenge quotidien. D'ailleurs, elle se souvient de son passage à la tête de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Je voulais juste voir un peu comment ces travaux se déroulaient. Et puis, bon, de fil en aiguille, on a commencé à avoir des propos féministes. Et puis, pourquoi pas une femme, pourquoi il y a des hommes qui se présentent. Et puis, bon, par jeu, je me suis présentée. Et puis, de manière vraiment miraculeuse, j'ai battu pendamment Maurice, mais franchement, je n'en suis pas fière parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité. Une association dont les membres ne se retrouvent pas de manière périodique ou peut-être même, je dirais même, dienne, c'est très difficile que cette association vraiment puisse fonctionner comme il faut. Il faut qu'il y ait une espèce de lien, une espèce de, disons, de fluide qui se diffuse au fur et à mesure que les gens viennent, qu'ils aient des intérêts communs, qu'ils parlent le même langage. Josette Bondio vole sans répit, toujours à la recherche de nouveaux challenges. Passionnée d'arts martiaux, derrière ce sourire flamboyant se cache une ceinture noire de karaté. Elle fut même présidente de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée, en comprenant aisément pourquoi l'on est obligé souvent de se tenir à l'étroit face à cette dame de cœur et de conviction. Hitler, affublé d'une barbe marxiste, une croix gammée en jaquette de vinyle ou encore de fiers ouvriers marteau à la main. Ce n'est pas une exposition consacrée au fascisme, mais la première rétrospective de NSK, le nouvel art slovène, un mouvement né à Ljubljana. En 1984, quelques années après la mort de Tito, ces artistes ont fait grand bruit partout dans le monde en retravaillant les symboles associés aux plus grands dictateurs. D'une certaine façon, en juxtaposant les symboles, ils les ont vidés de leur sens. Ils ont invité les gens à les réinvestir comme ils le souhaitaient. Donc oui, bien sûr, on peut dire que ce genre de juxtaposition est encore un peu provocante, même aujourd'hui. Estampillés underground et radicaux, ces artistes slovènes ont rapidement été récupérés par le milieu de la publicité et à la télévision. Peter Vesjak, qui faisait partie des cinéastes du groupe, a fait des clips pour la célèbre chaîne musicale MTV. Les programmateurs étaient séduits par leur style nouveau et exotique pour le bloc occidental. Tout était produit en Yougoslavie, un ex-pays communiste, et j'ai mélangé tout, l'avant-garde allemande, le cinéma indépendant de New York et les réalisateurs russes. Donc je mélangeais tout cela et ça donnait quelque chose de nouveau. NSK continue de brouiller les pistes et de susciter la polémique. Cet été, leur groupe de rock, Laibach, est invité par la Corée du Nord pour y donner une série de concerts. Invitation acceptée par les membres de la formation qui y voient une façon de poursuivre leur exploration artistique. La Corée du Nord, pour nous, c'est l'expérience de l'utopie, l'État-utopie. Et nous nous sommes toujours très bien sentis dans tous les types d'utopie. Le collectif continue par ailleurs d'être actif aujourd'hui grâce à l'État NSK, une micronation qui pose l'art au cœur du système politique et qui, depuis une vingtaine d'années, a délivré plus de 15 000 passeports.
Des bosses énigmatiques rythment le paysage de cette vallée bulgare. Ces collines, dont certaines sont hautes de plusieurs dizaines de mètres, cachent en réalité des tombes, recouvertes de terre depuis des milliers d'années. Les pratiques des Thraces restent encore méconnues, mais on sait notamment qu'ils considéraient chaque roi comme le fils de la terre. Quand il terminait son séjour sur Terre, il devait retourner dans le giron de sa mère. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il construisait ces monticules artificiels, appelés tumulus, autour de leur structure funéraire. Les Thraces ont régné sur une vaste zone comprenant la Bulgarie dès 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils plaçaient beaucoup d'importance dans ces tombes qui devaient permettre aux défunts d'accéder à l'au-delà. Au cœur de cette sépulture, un sarcophage de pierre de 60 tonnes a été taillé d'un seul tenant. Ce qui est particulièrement intéressant ici et unique pour le territoire bulgare et l'architecture funéraire thrace, c'est ce plafond divisé en caissons. Une des peintures est relativement bien préservée, c'est le portrait d'une jeune femme thrace. Son visage légèrement penché, les cheveux bruns coupés courts, les yeux marrons. Les premières excavations de tombes ne datent que du milieu du XXe siècle. La plus célèbre, en plein cœur de la ville de Kazanlak, a été découverte par hasard par des soldats creusant des tranchées pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette tombe est pourtant fermée au public. Certains spécialistes du pays regrettent le peu de moyens investis par l'État. C'est vraiment dommage qu'en Bulgarie, le lien soit rompu et que l'argent du tourisme ne soit pas investi dans les restaurations ou les recherches archéologiques dans les différentes régions. De nombreux trésors ont été mis au jour, comme ces vases, ces bijoux ou cet objet dont on ignore s'il s'agit d'un sceptre ou d'un miroir. La vallée compterait plus de 1500 tumuli, dont une centaine seulement ont été explorés. Sur les hauteurs, des mégalithes renforcent le mystère qui auréole cette culture. Les experts s'interrogent sur la signification de ces pierres qui laissent passer à travers cette porte les rayons du soleil au solstice d'été.